Bon, finalement, le message est passé. Allô, allô, voilà, finalement, le message est passé qu'il y a une petite conférence. Alors, je vais vous parler un petit peu là de la compagnie de la machine elle-même, de son histoire et aussi de la façon dont on utilise le mouvement comme un langage. Donc ça va être à la fois une présentation de ce qu'on fait, mais à travers les exemples de ce qu'on fait, vous pourrez comprendre un petit peu quels sont les ressorts du travail que l'on mène essentiellement dans l'espace public. Et ensuite, je pourrais répondre à vos questions. Je vais lancer le diaporama. Non, il part tout seul. Je commence par un petit film qui vous montre quelques images en balayage des différents spectacles de la compagnie. Donc voilà, alors la compagnie La Machine est née à
Blagnac, pas loin d'ici, une ancienne usine d'équarrissage dans les années 80-90. Et ensuite, s'est déplacé sur Tournefeuille, ensuite dans une ancienne usine de menuiserie, et ensuite à Tournefeuille, dans le lieu qui s'appelle aujourd'hui l'usine, qui est un lieu mutualisé. C'est là qu'est née la compagnie. On a ensuite intégré un atelier à Nantes pour mener à bien le projet des machines de l'île de Nantes. On a ouvert un grand atelier de construction pour construire sur l'île de Nantes des machines qui naîtraient du territoire et du paysage. Alors la compagnie La Machine, c'est environ à Nantes 50 personnes et 50 salariés permanents, plus de 80 ou 90 100 lorsqu'on construit des grosses machines. Ici maintenant aujourd'hui, à la halle de la machine vient de s'ouvrir, c'est 35 salariés permanents. Et on a aussi à l'usine deux salariés qui gèrent notamment toute la paye avec un atelier dans lequel on fait des constructions, des petites constructions. La compagnie La Machine s'intéresse en fait avant tout au théâtre, hein. C'est du théâtre qu'on fait, mais du théâtre dans l'espace public. Et pourquoi? Parce que ce sont les places, les rues, les lieux qui sont accessibles à tous, qui nous intéressent, et c'est là que nous nous exprimons. Je refuse de faire des spectacles ou de produire des machines pour les parcs d'attractions ou des lieux où on préempte le public, on fait payer pour rentrer. Bon, je dis ça en même temps dans la halle, il faut payer, mais bon, c'est pas grave. Et donc la machine développe un travail de théâtre sur l'espace public, mais de fait, naturellement, ce travail a un petit peu émargé sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, et s'est intéressé aussi à l'architecture. Alors, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, et ce sur quoi travaille La Machine, compagnie donc que je dirige, c'est l'idée de mouvement. Parce que le mouvement, en fait, est l'expression de la vie. Et je me suis rendu compte qu'en mettant en mouvement de la matière inerte, on arrivait par une amplitude, des cycles, des fréquences, des vitesses, à créer un langage, en fait, un langage émotionnel que l'homme sait percevoir, d'où le constat que nos machines sont des machines vivantes et des machines qui provoquent de l'émotion. Voilà. Vivantes entre guillemets, évidemment. On parle ici d'une espèce de biologie mécanique de machines qu'il va falloir apprivoiser, rencontrer et découvrir. Alors, avant de construire une machine, il faut s'inspirer, il faut bien avoir une inspiration. Moi, mon inspiration, je la trouve dans le vivant. C'est-à-dire, j'observe la nature, le végétal, le monde animal, même le monde minéral, l'architecture autour de moi. Après, ça peut être un film, quelqu'un que je rencontre, un spectacle que je vois. Et tout ça va nourrir l'inspiration. Mais lorsqu'on construit une machine, on part souvent de la biologie de l'animal. C'est-à-dire qu'on part de l'animal qu'on observe, on l'étudie, son fonctionnement, la couleur de sa peau, les tensions, les mouvements, la grâce de l'animal, et à partir de là, on interprète la nature pour fabriquer une machine vivante et créer un langage. Ce langage, il s'inspire de la nature, mais en aucun cas, il va chercher à reproduire la nature. On va interpréter la nature pour créer des objets vivants. Je vous montre un petit film qui est un peu le point de départ de l'aventure qui se joue ici. Le principe de cette exposition est tout simple. On présente 80 machines, des machines de spectacle, des machines qu'on jouait dans les spectacles, qui ont cette particularité de servir à rien, d'être complètement inutiles. C'est un canon à tirer des œufs, donc méfiez-vous. Ces œufs sont calibrés et écologiques. Très important. Bio, exact. Bio. Donc je charge mon œuf à l'intérieur, je referme mon ouverture de canon, ma cible est en face. Donc ça peut servir pour plein de choses, manifestations. Et ensuite, je tire. Cette expo raconte ce mouvement, enfin ce courant de constructeurs de machines incroyables, parce que ce sont en fait des sculptures quand on pose vraiment un regard sur ces objets. Ces objets ne sont pas autonomes, la machine est toujours dépendante du manipulateur et vice-versa. On ne sait pas qui contrôle l'autre.
mais l'un sans l'autre ne fonctionne pas. La réaction des gens, c'est assez extraordinaire et c'est un peu notre récompense. En 8 jours, on a fait 24 000 personnes. Et le fait que l'expo soit gratuite, on se retrouve avec des enfants, des personnes âgées, des ingénieurs, des techniciens, des profs. Et tout ça se mélange autour des machines, ils discutent et parlent. On a même eu des SDF qui étaient là avec leurs sacs. Et c'est super beau à voir d'ouvrir une expo comme ça à tout public. Alors l'expo avait été jouée aux abattoirs à Toulouse. Il y avait un rituel journalier où on sacrifiait comme ça un piano qu'on catapultait, c'était vraiment le clou de l'exposition. Et c'est un petit peu ce qui m'a donné envie de continuer en fait et de créer la halle de la machine. Aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est proche de celle du grand répertoire. Effectivement, donc ça veut dire que pour construire une machine, il faut observer la nature. Là, vous avez une girafe que j'ai dessinée pour la compagnie royale de luxe à l'époque. Et pour faire ce dessin, il a fallu que j'aille observer les girafes. Et je n'ai pas trouvé de synoptique des girafes, c'est-à-dire de dessin qui montre le déplacement de la girafe en arrêté, ce que fait Muybridge avec beaucoup d'animaux. Mais là, pour la girafe, il n'y avait pas de dessin. Donc on est allé dans un zoo et on a eu la chance de pouvoir filmer avec une caméra VHS à l'époque une girafe qui passait de la marche au galop. Et en prenant un calque et en installant le calque sur la télévision, en utilisant le bouton pause de la télécommande, on a fait avancer la girafe et on a eu tous les mouvements en fait, de la girafe pour obtenir en fait un dessin qui est ce dessin qui est le synoptique et qui nous permet de connaître les amplitudes, les amplitudes, pardon, et là on se rend compte qu'à un moment il y a une bascule, la girafe n'a plus qu'un seul pied au sol. C'est comme ça qu'on a étudié le mouvement de la girafe, qu'on a pu le reproduire sur une machine. Cette girafe faisait 12 mètres de haut, elle appartient aujourd'hui à la compagnie royale de luxe, je ne sais pas s'ils l'ont remisée ou s'ils l'ont encore dans leur grenier, mais elle pouvait passer de la marche au galop, déféquer, uriner, éternuer. Ses oreilles bougeaient, ses yeux, voilà, elle était extrêmement mobile et gracieuse. Voilà. Et ça, c'est la construction de la girafe à Tournefeuille, dans notre atelier. On faisait dehors parce que l'atelier était trop petit pour construire à l'intérieur. La girafe dans les rues de Nantes qui est en train d'éternuer avec le petit géant qui est sur son dos. Ça, c'est un spectacle de la compagnie royale de luxe, compagnie avec laquelle j'ai collaboré pendant quelques années et pour qui j'ai dessiné et construit des machines. Alors, construire une machine, je ne le fais pas tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe, surtout des machines de cette dimension, enfin, comme je ne sais pas pourquoi ça décroche. C'est bien les fils aussi. Alors, construire une machine, ça ne se fait pas tout seul. Effectivement, la particularité, la singularité du travail que l'on fait, nous, compagnie de la machine, c'est que moi, je fais un dessin qui est que la première pierre de l'édifice, une sorte de fondation dont vont se saisir les constructeurs, des ingénieurs, des menuisiers, des soudeurs, qui vont travailler sur le dessin, mais qui vont l'interpréter avec leur savoir-faire, avec leur connaissance, avec leur sensibilité. Moi, je deviens une espèce de chef d'orchestre comme ça, qui chapeaute un petit peu, qui dit ça, on peut faire comme ça, pour faire en sorte que tout le monde travaille dans la même direction. Mais c'est la richesse humaine de chaque constructeur qui nourrit la machine d'expérience, de force, et souvent, si l'un est très bon bourrelier, par exemple travaille le cuir de façon merveilleuse, la machine va avoir plus de cuir que si on avait quelqu'un qui façonne le cuivre, par exemple. Et c'est cette matière humaine, en fait, qui crée la matière de nos machines. Ce qui fait que nos machines se chargent par la sculpture, par tous les corps de métier qui interviennent dessus, de vibrations sensibles qui nourrissent l'objet
et qui lui donne une espèce de force. Je suis convaincu que l'être humain peut s'approcher d'un objet, en percevoir la force, la puissance, le temps passé, et vous avez des objets qui vont vous toucher, d'autres non, parce que la mémoire traverse la matière. La mémoire d'un objet traverse la matière. Alors, avec toutes ces machines construites, on fait évidemment des spectacles. Là, c'est le cas, on est à Reims avec l'araignée géante, on inaugure le tramway de Reims, l'araignée est arrivée sur la cathédrale de Reims, et va passer 3 jours dans la ville, et ici, elle est à Liverpool. Ça, ce sont des spectacles. Mais, donc on crée des machines de spectacle pour faire des spectacles, mais on a à un moment basculé et autorisé, donné à nos machines la capacité de devenir machine de vie. C'est-à-dire d'acquérir une fonction citoyenne qui consiste à transporter du public sur le dos, s'installer dans la ville, devenir utile, et rester dans la ville, sur place, dans un quartier, et accompagner le développement d'un quartier, d'une ville. C'est ce que j'appelle aujourd'hui les machines de ville. Hier, vous avez vu le Minotaure, machine de spectacle, dans les rues de Toulouse. Aujourd'hui, vous voyez machine de ville sur le site de Montaudran, au bord de la piste aéronautique. C'est un autre théâtre que celui du spectacle, mais c'est un théâtre qui se joue tous les jours, au fur et à mesure du soleil qu'il y a. C'est la lumière naturelle qui fait l'histoire. Je vais revenir juste un peu en arrière, parce que je vais vous parler de spectacle. Donc voilà, ici on a une araignée qui est arrivée en 2008 à Liverpool, lorsque Liverpool était capitale culturelle européenne. Liverpool s'était transformé, avait fait sa mue, et les rues piétonnes avaient été refaites, les centres commerciaux avaient été ouverts, le port était en restructuration, et il fallait mettre un peu le phare, faire le focus sur Liverpool, et on nous a invités pour un grand spectacle. Personne n'était au courant qu'on allait arriver. Un jour, les habitants de Liverpool se sont réveillés avec une araignée accrochée à un immeuble près de la gare centrale, une araignée qui pèse 15 tonnes. Mais la BBC avait joué le jeu, personne n'avait fuité, un petit peu comme c'était le cas pour le Minotaure à peu près. Et les habitants ont découvert cette image. Et donc, je vais vous montrer un petit film qui dure 5 minutes, que je couperai parce qu'il dure en fait beaucoup plus. Mais vous avez l'arrivée de l'araignée à Liverpool. Et je vous propose de bien observer, mais vous l'avez peut-être vécu à Toulouse, comment ces machines géantes, lorsqu'elles traversent le paysage, elles utilisent la ville comme un décor incroyable, où la ville devient un immense théâtre. Et comme on empêche les voitures de passer, on est face à des images qui nous poussent et qui nous obligent à regarder notre propre ville et l'espace public différemment, et à partager une émotion commune. On le voit bien dans le petit film qui va suivre. Si le film démarre. S'il ne démarre pas, j'irai le chercher ailleurs. Ce que je vais faire. Alors, comme cette araignée a été retrouvée sur un immeuble de Liverpool, on a appelé la compagnie La Machine pour venir chercher cette araignée, la capturer. Et donc, on était des chercheurs et on a monté une base dans Liverpool et on a capturé cette araignée inerte et on l'a réveillée en musique. Et pendant 4 jours, elle se réveillait en musique et elle partait dans la ville et on essayait de gérer ses mouvements. Et on avait un porte-parole des chercheurs qui, chaque matin, faisait une conférence de presse pour dire ce qui s'était passé la veille, ce qui allait se passer aujourd'hui et comment cette araignée allait circuler. Donc aucun programme, rien n'était annoncé, on va dire. À Liverpool, il faut savoir qu'il n'y a pas de pont. On a simplement 3 tunnels qui permettent de passer du nord au sud de la ville. Alors pour faire cette image, il a fallu étayer les 3 derniers étages de l'immeuble pour installer des poutres structurées au-dessus et filmer tout le verre, parce que c'était pas du verre, c'était du vrai verre qui pouvait casser et tomber sur les gens.
gérait les déplacements d'araignées avec notre machine à effet pour l'obliger à tourner dans une rue, une tempête de journaux, une autre araignée, ça s'appelle une pelle araignée, la machine qui interagit avec l'araignée. Là, on a du mal à savoir ce qui se passe, mais... Voilà, là, la ville devient vraiment une espèce de fond pour l'araignée, le décor. Ce sont les bâtiments d'où on a annoncé le naufrage du Titanic, là. Et là, on est samedi, donc ça fait jeudi, vendredi que l'araignée bouge dans la ville. Et on estime qu'elle est assez docile pour lui ouvrir les portes du centre-ville, des rues de Letton. Et donc elle s'est endormie sous la neige et on la retrouve le matin avec comme si un nuage de neige s'était arrêté sur elle. Et les habitants savent qu'on va lui ouvrir le centre-ville. Et là, comme c'était un peu un de nos premiers spectacles, on n'avait pas prévu qu'il y ait tant de monde. Donc on est arrivé un petit peu presque bloqué, où l'araignée ne pouvait plus poser les pattes au sol. Et ça a été assez compliqué. Il y a des hélicoptères qui survolaient la ville, enfin c'était... Alors évidemment, ces machines jouent avec le mobilier urbain et interagissent avec le public. Et là, on est maintenant le dimanche soir, il est temps quand même que l'araignée reparte parce qu'elle avait quand même mis un sacré bazar dans la ville. Et pour cela, on a rasé un des ronds-points qui est à la sortie d'un tunnel autoroutier, un des 3 tunnels autoroutiers, et on a convié, on a fait un piège d'effet autour de l'araignée pour l'attirer à l'entrée de ce tunnel. Et sous les effets, l'araignée va disparaître dans un nuage de fumée, dans un des tunnels de Liverpool. Et ce sera la fin du spectacle. Alors dans l'imaginaire des habitants de Liverpool, l'araignée y est encore. Et à chaque fois que l'araignée part dans le monde pour voyager et sortir, ça c'est l'araignée 1, c'est celle qui est au fond de la halle à gauche, eh bien, elle part toujours de Liverpool. Voilà, elles se construisent une histoire au fur et à mesure du parcours physique réel qu'elles font. Et donc 7 mois plus tard, on retrouve au Japon, flottant dans le port de Yokohama, cette araignée qui a été prise au piège dans les filets et qui flotte dans le port de Yokohama. Et le lendemain, une deuxième araignée prise dans les containers du port. Et ces 2 araignées vont se rencontrer à Yokohama pour le 150e anniversaire de l'ouverture du port de Yokohama et de l'ouverture du Japon au commerce extérieur. Mais je ne vous en ferai pas profiter parce que j'ai trop de choses à vous montrer. Et je dois vous parler des spectacles. Alors, parmi les spectacles, donc là c'est les mécaniques savantes, on a un autre spectacle qui s'appelle l'expédition végétale, donc d'ailleurs qui est à moitié né à Toulouse, où l'aérofloral 1 avait atterri près du Jardin des Plantes. Alors ça c'est l'aérofloral 2, vous avez quelques machines issues de ce spectacle dans la halle. On a des pattes, un aérostat qui est muni de 5 ballons, des hélices horizontales, des hélices verticales, et au milieu une serre chargée de végétaux, avec 11 âmes à bord, un équipage de scientifiques qui a fait une découverte incroyable. Ils ont réussi à stocker l'énergie électrique qui circule naturellement dans les plantes et à charger les batteries. Donc ils voyagent dans le monde entier comme ça, et là on atterrit à Metz, en plein centre-ville, et dans la nuit, l'aéronef atterrit, déballe ses végétaux, installe son laboratoire, les 11 chercheurs s'affairent à leurs expériences, et le public rentre, et le public s'approche. Mais qu'est-ce que c'est une exposition? Non, on a atterri cette nuit dans des conditions météo un petit peu difficiles. Non, c'est pas vrai. Si, je vous l'assure, parce que le ballon se gonfle, les hélices tournent à 1200 tours. Ça vole, ça? Oui, ça vole. Mais vous venez d'où, alors? Et à ce moment-là, ça part. On se met à raconter notre voyage, notre histoire, et nos comédiens, machinistes, manipulateurs interprètent
au gré des questions du public, l'histoire, notre histoire, d'où on vient, qu'est-ce qu'on est là, et une discussion s'engage sur l'énergie électrique, la capacité qu'ont les plantes à produire, l'écologie, etc. C'est assez drôle, mais pas chiant. Et donc, je vous montre un petit film, ça c'est à Rennes, on avait atterri en surprise à Rennes. Peut-être baisser un peu le son, c'est ça qu'on peut voir, non? Sinon, c'est pas grave. Là, on réveille les gens le matin. Quand elles se déplacent en vol, elles aiment bien avoir du son de jungle et d'animaux. Notre phytomusicologue, Dominique Malan. Tout le monde est là. C'est la réunion hebdomadaire. Hein. Ce matin, pour l'atterrissage, comme vous le savez, c'était fait à 3h48. Et la journée d'aujourd'hui est destinée à l'installation du campement. Tout d'abord, je vais quand même faire une présentation de notre équipe. Hein. On est une équipe de chercheurs et de scientifiques de toute nationalité. Le principe physique qu'on a découvert, c'est du phytovoltaïsme. Alors, qu'est-ce que c'est que le phytovoltaïsme? Le soleil, il éclaire les plantes. Il y a une réaction chimique qui se fait dans les plantes et elles créent de l'énergie, elles prennent de l'énergie dans le sol, de l'eau, des aliments, et après elles poussent. D'accord? Nous, on récupère une partie de cette énergie pour en faire de l'électricité. Il peut me faire passer le téléphone portable? On a un problème avec une plante là. Pour du message. Allô? Ton mari? Vous pouvez faire un massage sur lui? C'est bon? C'est bon. On la perd, commandant, on la perd. Donc ensuite, on l'enterre évidemment, puisque... Bon, ça c'est triste hein, quand même, j'ai perdu une plante. Alors, la production électrique n'est pas la même pour toutes les plantes. C'est pour ça qu'on voyage aussi autour du monde à la découverte et à la recherche de nouvelles plantes. Un phytomusicologue qui peut vous indiquer peut-être qu'il vaut mieux produire la condition pour une plante s'épanouisse. Je sais pas quelle heure il est. Bon. On va peut-être tenter de démarrer. Là, il faut que j'appelle l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais s'il nous autorise à décoller, on charge avec des crochets tous les bacs, on emmène avec nous. Et on redépose là où, un peu comme un escargot avec sa maison. Alors là, ce sont les spectacles. Et donc, on a aussi on a mené des expériences qui sont vraiment liées au développement urbain, au développement d'un quartier d'une ville. C'est l'exemple de La Roche-sur-Yon, où on y a créé un projet qui s'appelle Les Animaux de la Place. Alexandre Gemetov, qui était l'urbaniste de l'île de Nantes, a été désigné pour réaménager le centre-ville. Ça, c'est le projet, hein. C'est pas la place telle qu'elle était avant. C'était une grande place d'armes et La Roche-sur-Yon a été créée par Napoléon, enfin, initiée par Napoléon 2 ans après le retour de la campagne d'Égypte. Et la ville, qui était censée être la première ville nouvelle, qui avait 200 ans avec les préfectures, la poste, en fait, tout ce que la République pouvait emmener, ne s'est jamais vraiment développée et est restée à peu près à 50 000 personnes. Et cette grande place d'armes, il fallait passer 3 voies de voiture pour aller au centre, ne fonctionnait qu'à Noël et pour les grandes fêtes, et sinon c'était un no man's land. Et donc le centre-ville perdait des habitants, l'habitat se dégrade, les commerces n'arrivent pas à démarrer, et donc il fallait faire quelque chose. La ville décide de transformer sa place centrale, et elle fait appel à Alexandre Gemetov qui m'invite au projet. Je fais une proposition au maire, ça plaît au maire, et on lance l'aventure. Le chantier va durer à peu près 1 an, avant les élections, juste. Et je fais une proposition qui consiste à lancer une rumeur qui dit qu'on a trouvé dans les planches à papillons de l'ancienne collection, de la collection de Beautour, qui est un naturaliste,
on était en train de construire son musée, un vieux manuscrit de l'époque napoléonienne qui stipule que Napoléon a invité les savants de la campagne d'Égypte à venir s'installer à La Roche-sur-Yon, et qu'on a vu place Napoléon, un bestiaire mécanique, mais qui a disparu à l'édification de la ville. On balance ça dans les journaux, et on invite le public à venir assister au premier coup de pelleteuse. Et ils n'en savent pas plus. Donc 10 000 Lyonnais s'installent sur la place et viennent voir les pelleteuses un peu défoncer leur place. Et il y a des gens qui sont contre, et il y a des gens qui sont pour. Hein. Les Lyonnais, les Vendais, je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a qui sont pour et contre, ils le disent encore. Et donc je vous laisse profiter du film que je vais commenter ensuite. Comme ça, vous aurez la même surprise que les habitants de La Roche-sur-Yon. Alors les ouvriers débarquent et les pelleteuses, une famille de pelleteuses arrive sur le site, hein, sur la place. Il y a le papa, la maman, les frangins, et la toute petite qui est la petite dernière. Alors elle frime un peu, elle montre ce qu'elles savent faire. Et puis elles s'endorment. Acte 1, on va dire. Et là, la toute petite réveille la maman qui va réveiller les frères et sœurs pour se mettre au travail tout de même. Ça peut être attendrissant une pelleteuse. Et on se met à creuser. Imaginez ça sur un parking du Capitole, au Capitole quand même, hein, parce que pour les Lyonnais, c'est ça, quoi, à peu près. C'est le même niveau de symbole pour la place. Et là, problème, on arrache une ligne haute tension 400 volts et une canalisation qui plonge la ville totalement dans le noir. La place, les rues, les magasins, blackout total. Alors, toutes les pelleteuses, on avait des éclairages de secours, se mettent à creuser au même endroit. Cette pièce doit faire au moins 10 mètres de long. Regarde ce que j'ai dans la main. Ce sable. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est du limon du Nil. Faire appel aux 2E2A. À toi. On y va. Alors les 2E2A, c'est l'équipe d'extraction aérienne archéologique, des spécialistes évidemment de l'excavation de pièces antiques. Heureusement, on avait une grue de prête et les 2E2A étaient prêts à intervenir.
Ok, préparation de l'ouverture du coffrage téléphérique. À toi. Voilà, on ouvre cette caisse à 10 mètres de hauteur, les bords de la caisse deviennent le socle, et on découvre un crocodile du Nil, machine probablement qui servait à l'observation de la nature pour les savants de la campagne d'Égypte. Même si on dessus un moteur d'essuie-glace. Et donc l'ensemble est posé au sol, on enlève la rubalise qui bloquait le public, et les gens, le public s'avance. On met des flambeaux et on vient admirer la relique. Et alors que les gens commencent à partir, une pelleteuse de l'autre côté de la place continue à creuser et on fait une autre découverte, mais presque hors spectacle, pendant que les gens s'en vont. Et on découvre une perche du Nil faite de tôle émaillée, absolument merveilleuse, deuxième animal de la place. Et ces deux animaux vont être posés sur la place. Et dès le lendemain, on est le samedi, le dimanche, on enlève tout le dispositif du spectacle, on installe des palissades, des 4 belvédères qui permettront au public de venir voir et admirer aux Lyonnais, aux écoles, aux familles, de venir admirer les animaux de la place qui ont été découverts la veille. Et donc, le chantier démarre, dès le lundi, les pelleteuses arrivent, et on découvre un mois plus tard, dans un petit village à côté de l'agglomération, une grange qui était en chantier, on découvre dans une grange un dromadaire, avec tout le staff archéologique, et la fouille est en place. Le public admire ce dromadaire, ça passe dans les journaux pendant 2-3 jours, et on ramène le dromadaire avec sa caisse sur place Napoléon. Un petit peu plus tard, dans le quartier où on refait les réseaux, un quartier un peu sensible au nord de La Roche, un hippopotame dans un grand trou monté sur sa caisse, et puis un ibis sacré et des loutres, et ensuite, et pendant toute l'année, on découvre 12 animaux. Là où ça creuse, là où la mairie fait des travaux. Comme quoi la maire travaille bien pour sa vie. Et donc, on ramène tous ces animaux alors qu'en plein cœur du chantier, puisqu'on est en train d'y faire les futurs bassins de la place, on fait l'aménagement public. Et en plus de ça, alors au-delà de la capacité d'observer depuis les belvédères les animaux qui sont installés là et qui participent à la vie du chantier, on a 4 ou 5 fois privatisé la place, et d'ailleurs les ouvriers ont un peu rangé, on fait du chantier un établissement recevant du public et on crée un événement. Alors notamment, on a l'expédition végétale qui a atterri au moment de replanter dans les bassins les végétaux, alors que le niveau d'eau montait, on plantait les végétaux avec les ouvriers. Ici, le bassin de l'hippopotame qui ensuite sera immergé dans l'eau. Et dans les piscines, en fait, dans les bassins, avant qu'ils soient remplis d'eau, on y a fait aussi des obades avec nos machines mécaniques pour que le public profite en fait de cette place en train de se transformer. Et c'est des états du chantier qu'on ne reverra plus jamais, Et donc on a aussi mis à l'eau, enfin, nommé les poissons sur Internet, les carpe-koi, qui ont été ensuite mis à l'eau une par une. Et aujourd'hui, on peut manipuler les animaux de la place, gratuitement, place Napoléon, à partir de postes de commande. Les animaux sont dans l'eau, on a des grenouilles, une loutre, et on les met en mouvement. Voilà. Ça, c'était les obades. Voilà. Et effectivement, depuis que la place est habitée par les animaux de la place, qu'Alexandre Chemetov a transformé ce lieu, eh ben, il y a un café-restaurant qui marche vraiment à fond, les habitants sont heureux, et on peut même manger un dimanche à La Roche-sur-Yon. Et le musée aussi a augmenté, c'est la fréquentation de la place, on y parle aujourd'hui toutes les langues, et ça a été un levier pour l'économie et pour le redémarrage un petit peu de l'activité à La Roche-sur-Yon. Voilà, ici, un hibou, le fameux crocodile qui est dans son élément naturel, et qui a été remis à l'eau, et qu'on vient réveiller depuis les postes de commande, et qui crée un souffle. Alors, toutes ces machines sont dans l'eau et elles sont en bois, vous imaginez un peu l'entretien, etc. Donc on a formé des vétérinaires, 3 vétérinaires municipaux, à l'entretien et à la maintenance des animaux de la place. Ils font la maintenance en direct face au public,
Et ils discutent en homme grenouille, on va dire, avec le public en même temps qui font la maintenance de la place. C'est pas évident parce que l'hiver ça gèle. Vous imaginez les animaux sous une couche épaisse de glace. Et voilà, ces vétérinaires interviennent comme ça en homme grenouille. Ils ont un diplôme hyperbare parce qu'il y a à peu près 1,50 m d'eau dans les bassins. Et c'est une place qui est devenue bien vivante. Sauf que le maire oublie qu'il faut maintenant créer de temps en temps, tous les 2 ans au moins, un nouvel animal si on veut dynamiser l'équipement. Mais comme c'est pas le maire qui a initié le projet, c'est l'autre maire, il n'aime pas trop ce projet, voilà, c'est la politique. Et dans la même dynamique d'accompagnement de projet urbain, je vous parle rapidement des machines de lit. Je pense que je n'irai pas au bout de l'exposé pour qu'on puisse un peu dialoguer, discuter ensemble. Sinon, je vais un peu exposer le temps qu'on passera ensemble. Je vous parle un peu des machines de l'île de Nantes, qui était vraiment un projet qui a révélé la compagnie aux yeux du monde avec le grand éléphant. En fait, l'île de Nantes, un territoire de 5 km de long par 1 km de large, ancien chantier naval et gros pôle industriel. L'industrie navale est partie vers Saint-Nazaire, et donc c'est le centre d'une agglomération de 22 communes. Et donc une friche industrielle qu'il va falloir habiter, et ça va devenir demain le centre du Grand Nantes, qui va bientôt atteindre les 800 000 habitants. Donc on a commencé par le grand éléphant, une machine qui fait 52 tonnes, environ 11 mètres de hauteur, et qui transporte du public dans son ventre et sur son dos, et qui n'est pas une machine qui part et qui revient comme le Minotaure, mais qui est une machine qui reste sur place et qui est sur l'espace public. Voilà. Donc elle est faite comme le Minotaure, de bois et d'acier. Et là, je vous montre un petit film qui montre le dernier montage et l'apparition du Minotaure devant 50 000 Nantais en 2007 sur l'île de Nantes. On a lancé l'éléphant comme on lançait les bateaux à l'époque, avec les 100 constructeurs endimanchés qui accompagnaient la première sortie de l'éléphant de notre atelier qui s'ouvre. Cela fait des mois que nous attendions cet instant. Nous en parlions, nous en rêvions, et là nous entendons ces premiers souffles, ces premiers pas. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Avec vous, je m'adresse au premier-né des machines de l'île de Nantes. Bienvenue au grand éléphant de Nantes, et vive Nantes! C'est la ville en train de se transformer, quoi. Et ce qui va changer beaucoup, c'est que d'année en année, la même promenade, quoi, va devenir être la découverte de cette transformation de la ville. Alors le grand éléphant, ça est apparu en 2007. En 2012, on a inauguré le Carrousel des Monts Marins, qui est un grand manège de 3 niveaux
dédié à la mer avec les grandes profondeurs, les abysses et la surface. Et c'est un manège qui, pour adultes et enfants, est peuplé d'animaux marins ou d'objets flottants ou de machines qui donnent aussi. C'est un belvédère sur l'île de Nantes, on est un peu en hauteur, et surtout le manège accueille les voyages de l'éléphant. On débarque, 50 personnes débarquent sur le manège et rembarquent depuis le manège, et l'éléphant fait son tour sur l'île de Nantes, un site quand même qui n'est pas accessible aux voitures. On est en train d'étudier donc la prochaine machine de l'île de Nantes, qui verra le jour en 2022 ou 2023. Cette machine s'appelle l'Arbre-Héron. L'Arbre-Héron, ouais, vous remarquez, j'ai un petit film sur le manège. Je vais vous passer. Ça dure 2 minutes. Éloignez-vous des tentacules. Voilà, ce manège a eu le prix de l'attraction la plus originale du monde en 2014. Alors, l'Arbre-Héron, je vous en parle rapidement, c'est une vision de Stéphane Muntaner, qui est graphiste aussi, qui a fait le visuel de la halle de la machine, une interprétation en fait du dessin. L'arbre mesure 50 mètres de diamètre, il fait 35 mètres de hauteur. On a 2 hérons qui peuvent faire un vol circulaire à 45 mètres de hauteur. Ces hérons vont embarquer du public sur leur dos et sous des nacelles qui sont sous les ailes, et on y entre par un escalier à double révolution qui passe par l'intérieur du tronc pour circuler de branche en branche. Et on a à peu près 1,7 km de parcours de branches, et qui permettent de visiter des jardins suspendus. Mais je vous laisse regarder ce petit film qui montre, qui explique bien ce que sera l'Arbre-Héron interne, et qui montre le lieu où on le trouvera. C'est une structure en acier, ancrée dans le sol, qui va peser à peu près 1500, peut-être 2000 tonnes. C'est le poids d'un cargo. Donc c'est des choses qu'on sait construire. Une architecture en acier en fait qui va faire 50 mètres de diamètre à l'extrémité des branches. Au centre, on a un tronc qui fait 10 mètres de diamètre dans lequel s'enroule un escalier à double révolution qui donne l'accès à 1 km de branches à peu près dans lesquelles on peut marcher, et on y visite un jardin suspendu en fait.
des jardins suspendus, en tout cas à cette échelle-là, depuis les jardins suspendus de Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ, on n'a pas entendu parler. Ce sera la tour Eiffel de l'ouest de la France. À 35 mètres, on aura 2 plateformes qui permettront d'embarquer dans les hérons. Les hérons font 15 mètres d'envergure, ils peuvent prendre sous leurs ailes et sur leur dos une vingtaine de personnes et font un vol circulaire à 45 mètres de haut avec une vue imprenable sur l'île de Nantes, les rives de Loire et la ville en train de se transformer. Il y a un moment, un concept qui a émergé, c'est le concept de la cité dans le ciel. Quand on s'est rendu compte que l'arbre héron, quand on s'approchait de l'arbre, il amplit le champ de vision, et plus on s'avance vers l'arbre, et plus on lève la tête, et quand on lève la tête, on découvre qu'il est habité, qu'il y a toute une ménagerie mécanique qui peuple cet arbre, et puis à travers les branches, on assiste au décollage des hérons, et là on se rend compte que c'est un monde qui se détache du ciel. Admettons. Voilà, le centre du tronc de l'arbre, ça peut être à peu près ça. We want to share this project not only for the final image of the Heron Trees, the day of the great opening in 2022. We want to share all the process of construction. For us, it's a real artistic adventure and a technical and industrial challenge. We cannot keep this story only for us, and for that, Kickstarter is an amazing tool, so welcome in this project. On a lancé une campagne de financement participatif, notamment aux États-Unis, qui a porté ses fruits, et ce film avait été réalisé pour justement présenter le projet, accompagner le projet. On a réussi à récolter 375 000 €. Il y aura sûrement une deuxième campagne qui sera faite Et là, on l'avait faite aux États-Unis. Voilà. Donc ça c'est le lieu où on retrouvera l'arbre héron à terme. Et j'ai un peu passé parce que sinon j'arriverai pas à tout vous montrer. Et je voulais vous en parler un peu plus, mais je préfère qu'on ait une discussion après. C'est tout ce qu'on est en train de construire pour étudier cet arbre qui peuple la galerie des machines à Nantes. Parce que l'arbre sera habité par tout un bestiaire et même des petits ascenseurs qui permettront de monter. Je vais vous parler un petit peu du cheval dragon. Voilà. Et bon, vous inviter à rentrer dans l'atelier de Nantes, ça fait qui dure 3 minutes aussi, lors de la construction en 2014 du cheval dragon. Une construction qui a dû se faire en 10 mois et qui doit demander un travail absolument énorme. Il a fallu se relayer presque 2 équipes dans la journée pour réussir à sortir le cheval dragon dans les temps. À Nantes, notre atelier est ouvert sur la ville, donc quand on répète ou qu'on met au point une machine, on est obligé de le faire sur l'espace public à l'extérieur. C'était une volonté, c'est une façon, un petit peu comme ici, de créer de la vie dans la ville et d'y installer des perturbations. Mais au sens positif du terme.
Donc voilà, le Cheval Dragon, ça a été une aventure vraiment étonnante, une rencontre incroyable avec la Chine. Ce matin, on a passé un petit film qui dure 1h10, réalisé par Dominique Deluz et Xbo, sur cette aventure chinoise, qui est un film assez intéressant parce qu'il montre la façon dont on se confronte en fait aux autorités, à la police, pour arriver à s'exprimer, à faire ce qu'on fait sur l'espace public et dans la rue. Et c'est à chaque fois un challenge, un défi énorme. Là, je vais juste, pour finir, vous montrer un petit film. On a fait un spectacle de 4 jours à Pékin, hein, sur le site olympique et le Pékin moderne, en fait, aujourd'hui. Mais c'est sur l'avenue Perspective, qui, en fait, traverse Tiananmen et qui traverse tout Pékin, du nord au sud. Une espèce de grande... et c'est qui passe du Pékin antique au Pékin moderne. Et donc, on a fait un grand spectacle de 3 jours, dont je vous montre un petit film de pareil, 3 minutes. Et j'en finirai là et je pourrai répondre à vos questions. Le Longma, le Cheval Dragon, est une machine très, très expressive. En fait, on a réussi à la rendre, on pouvait la rendre coléreuse, c'est une dragonne d'ailleurs, toute douce. En fait, c'était assez intéressant. C'est vraiment une machine très, très expressive. Voilà. Donc, merci. J'avais plein de choses encore, mais je devais faire 40 minutes, et là ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc, je vais répondre à quelques questions si vous avez des questions sur le travail de la compagnie, les spectacles, même ce qui s'est passé ce week-end. Je peux répondre voilà, à quelques questions. Sinon, là, c'est parti. Le Longma, le Cheval Dragon, qui est une dragonne d'ailleurs, est à Xi'an, la capitale historique de la Chine, point de départ de la réunification de la Chine, et elle fait des sorties sous forme de performances orchestrées par Winland, qui est le propriétaire en fait, celui qui a payé le projet, qui a acheté le Cheval Dragon, qui a payé la construction, qui a payé une partie du spectacle, qui a payé l'Antonov 124, l'avion qui s'est emmené jusqu'en... et qui aujourd'hui l'utilise un petit peu à des fins promotionnelles ou surtout pour se rapprocher des hauts fonctionnaires chinois, avec cette envie que le Longma soit pris en charge pour le gouvernement. Voilà.
Oui. Pas absolument tous. Par exemple, il y a certaines machines comme le manège carré Sénart, je fais une série de croquis, je crée l'œuvre globale, et parfois certains constructeurs font certains croquis et réalisent les machines, ça dépend des projets. Là, concernant le cheval dragon, le Minotaure, oui. Mais aujourd'hui, je travaille avec un ami qui s'appelle Guillaume Braquemont qui a appris à dessiner à ma façon et qui m'aide un petit peu. On a une grosse charge de travail sur l'arbre héron, le temps qu'on ouvre la halle, etc. Et ça nous permet de fournir des dessins de détail parce que nos constructeurs ont besoin de détails tout le temps. C'est vraiment le détail qui fait la force de nos machines. C'est l'attention, c'est un gousset, quelques boulons placés là, une courbe. C'est cette attention qui crée la puissance de nos machines et qui leur donne cette capacité à être regardées plus de 20 minutes, quoi, par exemple. Il faut combien de temps pour une moyenne? Pas tous ensemble. Combien de temps pour une moyenne? Pour construire, combien de temps pour construire la machine? Le Minotaure, c'est 8 ans, mais c'est particulier, parce qu'on a arrêté le projet, repris, etc. Longma a été construit on va dire en 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Pour construire une machine comme Minotaure, il faut 2 ans. Une araignée qui ne transporte pas de public, il faut environ 1 an. Une araignée qui transporte du public, 1 an et demi. C'est des aventures. Et préparer un spectacle comme celui qu'on a fait à Toulouse, ça prend aussi 1 an de préparation. Oui. Le personnel, par exemple l'orchestre, les comédiens, sont locaux ou Alors l'orchestre, la question c'est le personnel, l'orchestre, les comédiens sont locaux, oui. Il y a l'équipe de la machine, là on est à peu près, il y a 80 Nantais qui sont descendus. Il y a 60 Nantais, il y a 30 Toulousains, puisque la compagnie de la machine est sur les 2 villes, une trentaine de Toulousains qui sont là aussi. Il y a des gens des musiciens qui viennent de Londres, d'autres de Marseille. Et puis ensuite, il y a localement des équipes qui viennent renforcer le dispositif. En tout, on était à peu près 300, 350 sur le spectacle ce week-end dernier. D'où vient cette expression artistique? Je n'en sais rien. Alors là, je ne pourrais pas vous dire. C'est né de ma formation. J'ai été formé aux Beaux-Arts par une enseignante merveilleuse qui est ici ce soir, aujourd'hui, qui s'appelle Sophie, et qui m'a accompagné pendant 6 ans à Marseille, à l'UMINI, et qui m'a ouvert un petit peu l'esprit sur les notions de mouvement, de temporalité, et je me suis un peu construit avec ça, mais parallèlement, mon père était constructeur, je construisais. À côté, j'aimais beaucoup dessiner, donc je dessinais. J'ai pas trop dessiné aux Beaux-Arts, parce qu'à l'époque, on apprenait plus à dessiner aux Beaux-Arts. C'était la performance, c'était l'art minimal, c'était d'autres formes qui étaient développées. Et je me suis mis à redessiner à l'âge de 30 ans environ, au moment où il a fallu réaliser les machines pour les têtes de rue, où là, j'ai repris la planche, et puis j'ai fait ces stades de dessin. Et pour moi, le dessin est un langage. Quand je fais une planche, elle restera telle qu'elle, même si la machine ne ressemble pas tout à fait... au fur et à mesure qu'on construit, puisqu'on est en conception-réalisation, c'est-à-dire qu'on construit en même temps qu'on conçoit, on fait d'autres dessins qui alimentent. Voilà. S'il vous plaît, notre aventure est déjà longue. Jusqu'où irez-vous? Jusqu'à ce que je ne sois plus capable de construire ou de faire, mais actuellement, là, ça s'accélère un petit peu, voilà, donc ça commence à tirer un peu à 55 ans, donc il va me rester peut-être 20 ans pour être efficace, mais là aujourd'hui on est en bien à construire pour la ville de Calais un grand projet dont je parlerai peut-être dans une autre conférence. On est en contact avec la Chine, il y a ce projet à Toulouse qui est extraordinaire, il y a l'arbre héron, le Canada qui est intéressé par une machine, puisque le Longma est allé à Ottawa et a fait un carton à Ottawa, voilà, on est vraiment sollicité. Donc, est-ce qu'on va pouvoir tout faire? J'en sais rien, mais pour l'instant, on est plutôt dans la période ascendante, même s'il n'est pas toujours facile de faire les choses et qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de moyens, mais qu'on est obligé de bricoler pour arriver à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce qui m'a donné envie de revenir? Petit rectificatif, je ne suis jamais parti de Toulouse vraiment. Notre compagnie a toujours eu son siège social à Tournefeuille. C'est ce qui fait qu'on s'est rapproché de Toulouse lorsqu'il fallait passer à un niveau au-dessus avec la halle de la machine, puisqu'on ne pouvait pas faire cela à Tournefeuille dans l'usine. Et donc, en fait, la compagnie a toujours été à Toulouse, mais avait aussi un établissement secondaire à Nantes, qui est aujourd'hui devenu le siège social, et l'établissement secondaire est à Toulouse, avec en plus la halle de la machine.
mais on continue à gérer l'ensemble. Donc c'est pas un retour. Moi aussi, j'y habitais 13 ans, là je vis à Nantes aujourd'hui, mais quelque part pour moi personnellement, c'est un retour. Mais pour la compagnie, on a toujours été là et on reste là, on est un peu plus présent, on va dire. Monsieur et madame. Moi, c'est un commentaire et une question. Le commentaire, c'est merci pour le rêve que vous nous apportez. Je pense qu'on est tous d'accord. J'ai la chance d'être en pleine naissance du Cousin d'adoption. Donc j'ai connu les deux. C'est merveilleux. Et la question, est-ce que vous inspirez d'autres groupes ailleurs pour créer ce genre de choses qui, je pense, sont absolument uniques au monde? Alors, la question, est-ce que notre travail inspire d'autres groupes? Oui, évidemment. Je sais que les carnets de croquis que vous pouvez trouver dans les librairies, je ne vous pousse pas à l'achat, c'est pas la question. Mais on les retrouve aujourd'hui aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde. Et j'apprends aussi que des urbanistes étudient sur le projet de l'île de Nantes. J'ai rencontré à San Francisco pour un projet, un jeune urbaniste qui a fait ses études et qui a pris comme exemple le projet de l'île de Nantes. Donc c'est vraiment cette aventure urbaine en fait et théâtrale dans la rue fait le tour du monde. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé, et là-dessus la compagnie de la machine est précurseur, on a réussi à préempter pour la culture un financement et des fonds qui sont normalement dédiés à l'aménagement urbain et à l'urbanisme. Voilà. Il faut savoir que la culture est malgré tout quand même à la dernière roue du carrosse des financements, même si dans la culture les budgets semblent importants avec les bibliothèques, etc. Et quand même, aujourd'hui, les budgets alloués à la culture descendent de plus en plus. Quand il s'agit d'accompagner un projet urbain, ça n'a plus aucune commune mesure, ce n'est pas les mêmes chiffres. Dépenser 3 millions d'euros, c'est plus un problème, alors que pour la culture, c'est un problème. Et donc, c'est ça qu'on a réussi. On a réussi à créer un pont entre l'urbanisme et l'art dans la ville, l'art dans la transformation de la ville. Et ça, c'est quelque chose d'important, et je propose à tous les plasticiens qui sont là dans l'audience de s'engouffrer dans cette brèche, parce qu'on peut transformer la ville avec de l'art, et les artistes peuvent participer à la transformation de la ville. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a généré, mais on est en contact avec des communautés au Japon, aux États-Unis, les makers, etc. Et on est en contact, là il y a des Américains qui sont venus voir le spectacle à Toulouse, des Canadiens, des Japonais, et des Anglais. Voilà. Peut-être une dernière question? Oui, vous avez parlé de Calais. Je suis originaire de Calais, et j'ai trouvé une étrange ressemblance entre la halle ici à Montauban et la halle de Calais. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est une... La halle, vous parlez du Chanel? Vous parlez du Chanel? Du Chanel, oui. Ah voilà, donc monsieur a trouvé la ressemblance entre le lieu et le Chanel. Non, c'est pas... Il y a dans le Chanel, j'ai dessiné, en fait, j'ai participé à la restauration des abattoirs, la scène nationale du Chanel, avec Patrick Bouchin, et j'ai dessiné le belvédère, le mobilier du bar, les gradins, etc. On a voulu, Compagnie de la Machine, Patrick Caroucharen a livré le bâtiment, garder les garde-corps, les escaliers dans le Minotaur Café, pour que notre patte, pour avoir une empreinte en fait sur le lieu, et qu'on se sente chez nous aussi. Voilà. Alors le bâtiment est très bien, même si les lumières s'allument toutes seules et qu'on ne sait pas les éteindre, etc. ou que l'entrée du Minotaur Café n'a pas de poignée pour entrer, mais on va rectifier tout ça, et ça sera mieux dans quelques mois. Alors, la galerie expérimentale, c'est l'atelier, mais effectivement, on a une possibilité de programmer d'autres artistes, et on va s'associer à des artistes qui vont venir se confronter à notre univers, sous forme de résidence, de présence dans la halle, et on va ouvrir notre univers à d'autres, évidemment, mais ça sera très choisi, ça sera contrôlé artistiquement, voilà, il faut que ce soit vraiment, faut que le propos ait une vraie cohérence par rapport au travail de la compagnie, et on va évidemment programmer plusieurs fois des événements sur la piste et dans la halle 2 ou 3 ou 4 fois à l'année. Voilà. Est-ce que vous faites des maquettes? On fait des maquettes, vous avez quelques exemples et prototypes dans les containers qui sont installés, mais toutes les maquettes sont restées à Nantes. Oui, il n'y a pas de construction à la halle de la machine, sauf on a un petit atelier qui s'appelle Le Bocal, où on reçoit des scolaires, des ingénieurs pour des ateliers un peu courts, pour venir un peu plus à la rencontre en profondeur du projet de la compagnie. Mais on va monter des projets avec, ça peut être avec les ingénieurs, avec les grandes écoles, des scolaires, des collèges, techniques ou pas,
Et on peut monter des projets s'ils trouvent leur financement en construisant à l'usine. Voilà. L'usine reste l'atelier de construction. L'aéroforat 2. On l'a pas fait pour sensibiliser, mais ça sensibilise. Oui, je vais vous répondre. C'est une question intéressante. Pour le financement, on va chercher l'argent. Chez ceux qui veulent bien nous les donner, en l'occurrence, là c'est la métropole qui a payé le lieu. Le projet a été, enfin, on est allé voir la métropole à l'époque, c'était Pierre Cohen, c'était le prédécesseur, pour ouvrir un lieu, ça a mordu, et donc on s'est lancé dans cette aventure, et nos machines sont financées par l'acheteur du spectacle ou l'acheteur du projet. Voilà. On marche très peu aux subventions, les subventions représentent à la compagnie de la machine à peu près 2 ou 3% seulement du chiffre d'affaires. Et pour répondre à la deuxième question, à la question de l'écologie, on est très attaché à la question environnementale. Et nos machines sont notamment en bois, donc recyclables, traitées avec des matériaux qui sont peu chimiques, celles de bord contre les champignons, celles recyclables aussi. Et l'huile hydraulique qui circule dans les machines est biodégradable. Si elle s'écoule, elle part dans les 4 niveaux, elle se sera biodégradable à 98%. Notre démarche est assez écologique, cependant. Le Minotaur, par exemple, est hybride, mi-électrique, mi-thermique. Ça permet de diviser par 2 la puissance du moteur et de réduire d'autant les émissions de CO2. On voudrait bien passer au tout électrique, sauf que la technologie aujourd'hui ne le permet pas. Le Minotaur, par exemple, c'est l'une des plus grosses machines hybrides existantes aujourd'hui. Elle a fait l'objet de crédits recherche. Voilà. Mais on fait très attention à ça et surtout, voilà. Cependant, voilà, on n'est pas totalement écologique avec nos machines à fumer, nos machines à effet. Quand on envoie 300 litres d'eau à 15 mètres de hauteur, c'est pas super écologique, mais bon, c'est spectaculaire. Cela, je sais pas quoi dire, parce qu'être totalement écologique, c'est possible, mais ça réduit pas mal la capacité à faire les choses. Madame ? D'autres spectacles ? Est-ce qu'il y aura d'autres spectacles à... Jean-Luc Boudin qui vient inaugurer la halle avec Carole Delga. Tout à l'heure, vous pouvez leur dire allez-y, invitez la compagnie de la machine à revenir dans le centre-ville. Mais moi, dans l'idée qu'en venant à Toulouse, on cherchait une ville avec laquelle la compagnie de la machine pouvait s'associer en termes d'image. Parce qu'à Nantes, en fait, Nantes, c'est Royal de Luxe, qui est la compagnie historique de Nantes. Et donc, la compagnie de la machine n'a pas de place, en fait, à Nantes. On ne joue pas à Nantes, on joue très peu. On y fait les machines de lit. Mais alors qu'on joue dans le monde entier, à Nantes, on n'y joue pas, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'une grande métropole, parce que 2 grandes compagnies dans une même ville, c'est intenable pour le budget d'une métropole. Donc là, on a trouvé une bonne métropole, 1 million d'habitants environ. Ça devrait le faire pour faire des choses. Après, si l'équipe municipale et métropolitaine suit, nous, évidemment, on est très ouverts à créer des spectacles et à faire rêver les Toulousains voilà, et à revenir dans la rue, parce qu'on a eu vraiment un retour absolument magnifique de cette foule. En fait, c'était génial. Je vous remercie pour ça, parce que c'était vraiment touchant, en fait, voilà, le public toulousain, et je le savais, parce qu'ayant vécu à Toulouse, je savais qu'il y avait un public. Voilà. Sauf qu'il faut des spectacles. Il faudrait aussi créer la surprise. Ouais, créer la surprise aussi, là, ça joue. Vous parlez du centre-ville, est-ce que sur les quartiers du Mirail, par exemple, vous envisageriez de... Les quartiers du Mirail, c'est assez intéressant de jouer dans les quartiers, dans ce type de quartier. Moi, je suis né dans les quartiers de nord de Marseille, je connais très bien ce type de quartier. C'est des quartiers difficiles, ce sont des quartiers résidentiels où le public, j'analyse comme ça aujourd'hui, aime bien être un peu tranquille. On est chez soi, on est un peu entre soi. Et faire une incursion dans ce type de quartier avec des grosses machines, etc., c'est quelque part violer un petit peu l'intimité d'un lieu. C'est-à-dire qu'on peut faire dans ces quartiers un travail, mais il faut que ce soit un travail qui soit financé sur le long terme, qui inclut les habitants, qui fédère, et à ce moment on peut faire quelque chose d'énorme et de super fort. Mais ça demande un travail spécifique, avec un investissement spécifique et une temporalité spécifique. Voilà. Mais voilà, c'est plaisant, et s'il y a les moyens pour faire, c'est très intéressant d'agir dans ces quartiers. Oui. Est-ce que vous avez une date pour Calais ? Oui, dans un an. Rendez-vous dans un an à Calais pour voir débarquer le dragon de Calais sur la plage et dans la ville.
C'est un grand projet qui démarre sur Calais qui a pour but de faire changer l'image qu'a la ville et de préempter parmi les 30 millions de voyageurs qui passent par an, peut-être quelques millions qui s'arrêteraient, qui iraient dans les hôtels, et dans les restaurants, consommer dans les boutiques pour que la ville redémarre et change d'image, surtout parce que Calais est victime d'un flux migratoire qui est lié à sa position stratégique aux portes de l'Angleterre. Ça a toujours été traversé et les habitants n'y sont pour rien. C'est la situation géopolitique qui génère cela et Calais mérite d'être visité et vu parce que c'est une ville qui est super. Voilà, je vais peut-être arrêter parce que on va aussi aller, je crois qu'il y a un film. Bonne continuation. La halle, donc quand on rentre dans la halle et qu'on en ressort, le billet n'est plus valide, ça permettra au plus grand nombre de venir voir. Le Minotaur Café est accessible. Samedi, on va projeter des images, 15 minutes d'images de Loïc Deluz, des images du spectacle, après le concert de Christian F. et de Yael Razouli. On fera à l'extérieur sur la piste. Et la nuit, ce soir, on va allumer plein de feux, vous aurez chaud si vous restez avec nous ce soir. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous voir.